en laissant la parole à Stéphane, on y reviendra peut-être à la fin, c'est les manifestations, Stéphane Rodier qui va nous présenter le rapport sur la qualité et le prix de l'eau, l'assainissement. Donc c'est un rapport, il n'y a pas de vote, Stéphane. Voilà, tu as la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je veux d'abord m'excuser auprès de mes collègues de l'opposition pour le raté qu'il y a eu lors de l'envoi des mails pour les commissions, puisqu'on l'a envoyé, comme il a été dit, à l'adresse tiers.fr et c'était visiblement pas la bonne adresse. Donc je vais être un peu moins synthétique que ce qu'il n'aurait fallu certainement pour que cette réunion ne s'attarde pas trop. Je vais quand même essayer de résumer l'ensemble du rapport sur le prix et la qualité de l'eau, rapport sur l'année 2013. Je vais commencer par l'eau potable. Donc le service de l'eau est en contrat d'affermage avec la société Lassor pour toutes les origines de l'eau et de la distribution. On a une unité du service. On a un réseau plutôt important avec 172,5 km de réseau. C'est bon. Et qui est complexe dû à la topologie de la ville avec 9 réservoirs et 3 étages de pression. Pour l'année 2013, nous avons une légère hausse par rapport à l'année 2012 de 0,88%. Et pour expliquer au public présent quelles sont les sources d'approvisionnement de la ville, on en a deux principales. Une qui passe par la station de Chassignol pour 55,6% du total des eaux potables, avec trois sources, Montsauvis, Estivaux et Credogne, et la source du bas de la ville pour 41,3%, avec un captage dans l'Ador. Et des réseaux secondaires à Membrin et à Pombas pour 2,8 et 0,3%. Notre rendement du réseau est de 78,2% et il est donc, selon le décret fuite, conforme. Pour ce qui est de l'évolution de la consommation et de la production d'eau potable, nous avons eu une forte baisse au cours des 10 dernières années, avec sur ces 2-3 dernières années un effet plateau. Donc il semble qu'il y ait une stabilisation. Pour ce qui est de la consommation, on est stabilisé à 120,28 mètres cubes par an en moyenne par abonné en 2013. Nos analyses réglementaires ne sont pas à 100%. Nous avons pour les microbiologies 97,7% d'analyses conformes et 95,3% pour les physico-chimiques. Mais il ne faut pas s'alarmer. En fait, il y a l'eau qui est potable, l'eau qui est non potable et il y a une case intermédiaire et c'est dans cette case intermédiaire que se situent ces analyses-là. Les travaux d'investissement engagés en 2013 pour la commune sont de 170 294 € hors taxes et les travaux réalisés par la SOR dans le cadre du contrat d'affermage de 80 585 €. Je finirai par les perspectives. Nous devons déterminer une solution pérenne pour sécuriser l'alimentation en eau potable du bas de la ville. On a déjà eu lors du dernier conseil municipal à voter justement sur cette solution-là. Nous avons à mettre en place les périmètres de protection des captages d'eau. Aujourd'hui, aucun des périmètres n'est mis en place. C'est quand même une loi qui nous oblige à les mettre en place. C'est une loi de 92. On aurait dû les avoir mis en place en 97 et nous sommes en 2014 et c'est toujours pas fait. J'espère que pour ce qui concerne au moins le captage, la source en eau près du barrage de la Murate, ce sera fait dans les 2 prochaines années. Nous devons penser au renouvellement du pré-traitement du barrage de la Murate qui est en fort mauvais état. Et nous devons penser à l'alimentation en eau potable de villages qui ne sont pas encore pourvus en eau potable, donc le village de Saint-Joigny. Et réhabiliter les captages des Belins. Ça, c'était pour la partie eau potable. Vous pouvez mettre votre micro, je ne vous entends pas. Oui, pardon. Pour la Murate, vous avez dit
Qu'est-ce qui était en mauvais état? J'ai pas fait attention. Il y a une station de pré-traitement des eaux, eaux qui vont par la suite à la station de Chassignol, c'est-à-dire en gros un dessablage, on enlève les grosses pollutions. Voilà. Il y a un édifice qui date des années 50-60, mais qui n'est plus en fonctionnement correct. Et donc il faudra passer à une autre station. Oui, c'est un filtre, quoi, c'est ça? C'est des filtres, oui. Je vais passer maintenant à l'assainissement. En fait, nous avons une station d'épuration à Sauvage B2 et 6 micro-réseaux organisés autour de 6 micro-stations: Pisbeuf, Jambeau, Cartaillé, La Goutte, Larigaudy et Thivet. Parmi ces 6 micro-stations, il faut dire qu'il y a 2 micro-stations qui sont en fort mauvais état, en particulier Thivet et Cartaillé. Pour ce qui est de ces micro-réseaux, nous avons 23 postes de refoulement, 5 dessableurs, un bassin d'orage, 86 km de réseau unitaire et 78 000 km de réseau séparatif. Donc vous voyez, c'est un réseau là aussi assez important. Pour ce qui est de la station d'épuration de Sauvage B2, donc c'est une usine qui a été réceptionnée en 2007 et qui a été prévue pour 20 000 équivalents habitants, qui est prévu pour traiter l'azote et le phosphore et le traitement biologique des dresses. Nous avons aussi un traitement des boues pour réduire le tonnage par déshydratation, mais c'est un traitement qui ne fonctionne pas très bien à cause des odeurs produites par la serre chargée de cet effet. Et c'est un souci en plus du fait que ces boues ont des métaux lourds, reçoivent des métaux lourds dont on ne sait pas la provenance à l'heure actuelle, et donc nous ne pouvons pas les épandre, faire un épandage, et donc nous devons évacuer les boues vers des cimenteries. Donc ça a un coût assez prohibitif. Pour revenir sur la station d'épuration, nous avons trop d'arrivées d'eau claire parasite. Et pour revenir sur les boues, nous avons 261 tonnes en masse sèche de boue. Donc masse sèche, ça veut dire que puisqu'on n'est pas capable de les déshydrater au long de toute l'année, nous avons beaucoup plus de tonnes véritablement envoyées. Nous avons essayé il a été essayé en 2013 de trouver, et nous poursuivons sur cette voie, de trouver d'où viennent ces métaux lourds. Il a été fait 18 contrôles inopinés sur les rejets d'eau usés industriels et 2 contrôles sur le réseau pour cibler les sources de pollution. Et à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas trouvé d'où viennent ces pollutions. Comme vous le savez, une partie de la ville, 1000 habitants, sont sur le réseau du syndicat intercommunal d'assainissement La Monnerie, Celle, Saint-Rémy, Paladuc et Thiers. Une station d'épuration existe au Martinet, à Saint-Rémy, pour 7967 équivalents habitants. Et là, il y a une production de boue de 127 tonnes et les boues peuvent être épandues. Donc là, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Pour ce qui est des investissements communaux, nous avons 516 291 € hors taxes qui ont été engagés en 2013. Et la SOR a engagé 27 728 € de travaux de par le contrat qui la lie à la commune. Pour ce qui est des perspectives, il s'agit de poursuivre la restructuration du collecteur du Rolle pour limiter les entrées d'eau claire parasites, réglementer les rejets au réseau communal d'assainissement des eaux usées autres que domestiques par la signature des arrêtés d'autorisation et des conventions correspondantes, poursuivre les démarches de raccordement auprès des habitations raccordables mais non raccordées, ça c'est aussi un des gros problèmes de la ville, et donc une reconstruction de la steppe de la Goutte.
puisqu'il y a le lotissement qui va se mettre en place. Et nous devons mettre en conformité, être en conformité pour l'autosurveillance et les équipements des déversoirs d'orage. Alors, pour ce qui est des factures d'un abonné, nous sommes à en 2013, nous sommes à 4,22 € à toutes taxes confondues par mètre cube, avec 2,26 € par mètre cube pour l'eau potable et 1,96 € par mètre cube pour l'assainissement. C'est une eau qui est assez chère par rapport à nos voisins. Pour l'aumônerie Saint-Rémy, nous sommes à 2,34, Péchadoire 2,83, Lezoux 3,48, Clermont-Ferrand 2,96, Rion 2,95 et Cournon d'Auvergne 2,95. Voilà. Et le dernier point, c'est l'assainissement non collectif. Il y a eu un très gros travail de fait par le SPANC, donc le service public de l'assainissement non collectif. Il s'agissait de respecter donc la loi sur l'eau. Il y a des diagnostics qui devaient être réalisés avant le 31 décembre 2012. Il nous en reste encore 59 à diagnostiquer en 2014 dû au fait que les propriétaires ne veulent pas que nous entrions chez eux. Voilà. Et je vais terminer donc par les perspectives. Il faut donc réaliser les contrôles diagnostiques des installations existantes suite au refus des propriétaires, adresser les courriers accompagnés des rapports aux propriétaires en tenant compte des délais de réhabilitation pour les travaux éventuels, accompagner les propriétaires dans les réhabilitations de leurs installations existantes. J'aimerais terminer sur un courrier, enfin 2 courriers plus exactement, qui m'ont été adressés et qui indiquent quand même un état de dégradation pour ce qui est des réseaux d'assainissement. Il y a une étude qui est faite par G2C Ingénierie pour les bassins versants et j'aimerais faire lecture de la lettre qui m'a été envoyée par l'ingénieur en charge de l'étude. Je ne vais peut-être pas toute la faire, mais alors, comme je l'ai évoqué et souligné lors de la réunion de restitution de phase 1 relatif à la gestion des eaux pluviales en septembre dernier, vos infrastructures de gestion des eaux pluviales et d'assainissement unitaires présentent aujourd'hui des insuffisances structurelles, parfois proches d'un état de ruine. Et donc un risque pour les personnels d'exploitation ou intervenant sur ces structures. Outre le risque lié à la sécurité des agents, des services de la ville de Thiers et du gestionnaire SOR, vos infrastructures peuvent présenter un risque pour les tiers, passants, riverains, véhicules, etc. Cela se matérialise d'ores et déjà par des effondrements ponctuels de structures. Le diagnostic des réseaux d'assainissement et notre diagnostic en cours relatif à la gestion des eaux pluviales montrent plusieurs secteurs présentant des dégradations structurelles avancées de vos ouvrages. Aussi, en tant qu'ingénieur conseil, nous nous devons de vous alerter sur l'état général de vos infrastructures et la nécessité à court et moyen terme d'organiser la mise en œuvre de travaux correctifs, qu'ils soient locaux ou structurants. Notre schéma directeur d'assainissement pluvial ira en ce sens lors des propositions qui seront émises. Ce courrier a pour but également de vous avertir sur la nécessité probable de recourir à des opérations majeures de restructuration et de mise en sécurité des systèmes de gestion des eaux usées et pluviales. Ça, c'est donc la lettre envoyée par G2C Ingénierie. Et un autre problème dont Monsieur le maire vient de faire état et dont il faudra certainement discuter lors de la prochaine réunion, c'est un courrier de la SOR qui nous indique ceci. Nous vous avons fait part à plusieurs reprises de notre souhait d'augmentation des tarifs des contrats d'eau potable et d'assainissement de votre ville afin de tendre vers un équilibre financier. Après 4 années d'exercice, les déficits d'exploitation moyens s'élèvent à environ 500 000 € par an pour le global des 2 services. Ce fort déséquilibre des comptes d'exploitation est notamment lié à des charges supérieures aux prévisions fournies dans le dossier de consultation initiale et à la vétusté des ouvrages qui génèrent de nombreuses interventions curatives.
Je ne vais pas lire tout, mais enfin, parallèlement, les recettes prévisionnelles sont inférieures à celles issues de l'assiette estimative servant de base à la facturation. Donc voici des points qu'il faudra absolument que nous abordions ensemble lors des prochaines réunions. Merci. Pas d'observation sur ce rapport, Thierry? Oui. Non, simplement une remarque sur le cabinet. Lui, le cabinet, il donne un diagnostic, c'est pas lui qui paye. Donc je dirais que c'est un peu rapide, quoi, je trouve. C'est pour ça, lorsque nous retrouverons là dans 3 semaines, ça sera l'occasion, on a l'occasion de redébattre, de rediscuter tout ça et d'examiner tout ça, quoi. Il donne un avis, mais c'est surtout qu'il se dégage de tout problème possible futur. Il prend pas de risque. C'est une vision de voir, mais c'est pas la mienne. Oui. Moi, je voulais faire deux remarques. Une sur le... Bon, ça rejoint un petit peu l'analyse du consultant, qui lui, effectivement, il est là d'abord pour ouvrir un gros parapluie, pour conseiller la commune, évidemment, mais en ne prenant aucun risque. Donc, c'est sûr qu'il voit large, il voit profond. Je crois que personne ici ne contestera le fait que les réseaux eau potable, assainissement, pluvial, etc., c'est d'une complexité hors du commun, avec une commune qui est immensément grande, et plus que grande, elle est compliquée sur le plan topographique. Voilà, donc avec des quartiers médiévaux où on a des réseaux qui étaient nulle part d'ailleurs, hein, qu'on n'avait pas sur des éléments de plan ou des choses comme ça, qu'on découvre au fur et à mesure. Donc des gros chantiers ont été menés, l'usine d'assainissement, un certain nombre de collecteurs sur la vallée, etc. Mais bien sûr qu'il en reste à faire. Alors après, c'est une question de priorisation, parce que alors là, le prix de l'eau qui est déjà un peu pointé du doigt, au assainissement j'entends, ne fera que augmenter fortement s'il y a des à-coups d'investissement. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les faire, mais simplement il faut bien avoir en tête que forcément ça se répercute sur l'usager et non pas sur le contribuable. Donc c'est bien ceux qui seront au bout du robinet qui en paieront le prix. Voilà. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la SOR et à au fait qu'ils ont alerté, ils nous avaient alerté bien évidemment sur sur des coûts probablement supérieurs aux recettes. Alors après, on peut toujours dire que le dossier d'appel d'offres était peut-être pas assez précis. Je ne le crois pas trop, mais simplement qu'il y a eu un effet de concurrence assez fort entre plusieurs intervenants. La ville en a, entre guillemets, bénéficié. Je crois que c'est aussi l'intérêt de la chose. Alors il ne s'agit pas non plus de garder la tête sous l'eau à un prestataire qui n'y arrive pas sur le plan économique, mais de notre côté, il y a aussi des engagements qui sont écrits, qui sont clairs. Tout le monde s'est battu sur les mêmes bases, et c'est pas non plus forcément une bonne chose que de dire attendez, vous avez les pertes, on va les compenser tout de suite, quoi. Je pense qu'il faut aller pour étudier s'il y a des choses à améliorer, mais de notre côté, quand on s'engage, on s'engage. Voilà. Donc c'est pour ça que sur ce sujet, nous avons devant nous quelques semaines pour trouver une solution acceptable avant d'arriver à la catastrophe, quoi. Stéphane, sur l'éclairage public? Il s'agit maintenant du rapport annuel 2012-2013 du contrat PPP éclairage public. C'est la 7e année du contrat, peut-être qu'elle commence en 2006, fin 2005-2006. Depuis la première année, nous avons une économie d'énergie de 27,8% par point lumineux. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le nombre de points lumineux a augmenté et le prix de l'électricité a augmenté pendant cette période de 2006 jusqu'à 2014.
Donc, nous avons... Attendez, il faudrait peut-être que je retrouve... Nous avons une facture d'électricité en hausse, mais évidemment moindre que si elle avait été, si les travaux n'avaient pas été engagés. Pour l'année 2012-2013, nous avons un taux de panne de 4,81%, taux qui paraît bien supérieur à celui de l'an dernier, mais en fait il s'agit d'un pur effet statistique, puisque tous les problèmes qui surgissent sont maintenant redirigés directement sur le numéro vert, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Et donc on avait moitié moins de taux de panne officiel, mais c'était le même nombre en fait. Pour ce qui est des travaux, il y a eu sur la zone industrielle du Felay la pose d'un variateur de tension. Des points lumineux supplémentaires qui ont été posés, un au faux 6 rue du 4 septembre et 3 rue d'Alger, et les illuminations festives. 109 motifs lumineux en location. Pour ce qui est du rapport financier, la maintenance a été de 108 946 €, toutes taxes comprises, et l'énergie de l'éclairage public nous a coûté 246 862 €, toutes taxes comprises. Alors, pour faire un récapitulatif sur les 7 dernières années, nous sommes passés de un peu moins de 100 points lumineux en 2006 à 160. Et pour ce qui est de la puissance par point lumineux, nous sommes passés de un peu plus de 4200 watts à 3700 watts, c'est-à-dire à peu près 500 sur 4000, donc un peu plus de 10%. Voilà. Excusez-moi, sur votre dernière parole, là, on n'a pas tout compris. Là. Sur les derniers chiffres, hein. Oui, les 5 ou 6 derniers chiffres. La puissance par point lumineux. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Je vous entends pas. Oui, sur votre dernière phrase, là, sur les... 4002, on est passé de 4200 à 3700. Oui, et juste donc avant. Ça fait 500 watts sur à peu près 4200. Et juste avant, alors le chiffre avant. On est passé de 100 à quelque chose. On est passé d'un peu moins de 100 points lumineux en 2006 à 160 cette année. Oui. 100 points lumineux, oui. Il y a 4000 et des poussières, ouais, 4200 ou 4800, quelque chose comme ça. Moi, je sais pas. Oui, d'après vos chiffres, c'est 4166 actuellement. Vous parlez pas des boîtes, des transfos, des armoires? Le nombre de points de livraison. Les armoires avec les contrats, en fait. Parce qu'à chaque armoire, il y a un contrat EDF. Mais normalement, il y avait une baisse. Excusez-moi, oui, je vous dis une bêtise. On est passé de 3400 à 4200. Voilà. Oui, ça d'accord. C'est l'inverse, en fait. Non, mais le 100 et 160, c'est quoi? Les 160, par contre, ça c'est le nombre de boîtes. Vous êtes sûr? Parce que normalement, ça avait plutôt diminué. Mais c'est entre quand et quand on est ça? passé de 160 à 100, excusez-moi. Ah. Bon, c'est bien, il y en avait un qui suivait. Merci, Denis. Oui, ce qui fait que ça avait diminué le nombre de points de livraison, donc diminué les abonnements, globalement. C'était l'intérêt de réviser le parc électrique. Une autre chose où je voudrais une précision, c'est sur le nombre de pannes. Non, le nombre de pannes qui serait supérieur, mais par un jeu de téléphonie. En fait, ceux qui étaient, les victimes de panne ou ceux qui s'apercevaient qu'il y avait des pannes pouvaient appeler directement la SCI, au lieu de passer par le numéro vert. Et donc, ces pannes n'étaient pas comptabilisées. D'accord, je l'ignorais. Moi, je pensais qu'on faisait le numéro vert systématiquement. Ouais. Seul le numéro vert était... Parlez plus fort parce que je... Oui, donc seuls les appels qui passaient par le numéro vert étaient pris en compte. Oui, exactement. D'accord. Bien, merci Stéphane. On va passer à Cocon. Cocon 63.
Donc Cocon 63, en fait, il s'agit d'un programme lancé par le Conseil général et l'ADUM pour diagnostiquer des pertes énergétiques sur des bâtiments publics. Et il nous propose d'isoler des combles pour avoir une efficacité supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. 11 bâtiments ont été diagnostiqués jusqu'à cette année et il fallait retenir ceux qui pouvaient bénéficier de ce programme et il vous est proposé de retenir 4 bâtiments. L'ancienne Banque de France, l'école du Faux, l'école Georges Sand et l'Office du tourisme. Y a-t-il des questions? Des observations? Y a-t-il, donc je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc, toujours Stéphane Rodier sur la convention de raccordement sirène au SIAP. Alors, il s'agit d'une convention qui nous est proposée par l'État au SAIP, donc le système d'alerte et d'information des populations. Il s'agit de raccorder notre système communal au système de l'État pour être mieux pris en compte. Y a-t-il des observations? Oui, quelle est l'urgence et combien ça coûte? Parce que finalement, on nous demande de voter quelque chose, on ne sait pas si c'est... on ne sait pas. C'est gratuit. On a beaucoup de donneurs d'ordre. Alors, si on ne freine pas, on peut faire des tas de choses. Je prends le dossier en cours puisque c'est Lionel André qui aurait dû le présenter. Laissez-moi 5 minutes pour vous répondre. Le coût, l'ensemble des installations, c'est intégralement pris en charge par l'État. L'installation et l'achat du matériel, en intégralité à la charge de l'État. Le coût du raccordement au réseau électrique et la fourniture en énergie des installations, ainsi que le fonctionnement des moyens de déclenchement manuels locaux, reste à la charge de la commune de tiers propriétaire du bâtiment sur lequel est implantée la sirène. Donc le montant du raccordement, là je ne peux pas vous donner le montant, ce ne sont pas des sommes... Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci.